Alors, bonjour Dominique, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? À mon parcours. Euh, alors, j'ai eu un parcours qui a démarré de manière un peu chaotique, puisque j'ai fait un DEA, mais l'année où je me suis inscrit en DEA, j'étais également inscrit pour finir une thèse d'ethnologie. Et par ailleurs, je suivais une formation de maître nageur sauveteur, parce que donc D'accord. ça prouve que je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes de plus en plus tôt de se déterminer sur leur avenir. Euh, S'ils peuvent le faire, c'est très bien. Si ça intervient à bac plus 2, 3, 4, 5, c'est bien aussi, hein. On peut changer d'avis, on peut évoluer. À cet âge-là, on change beaucoup. Voilà. Donc, moi, il se trouve que donc, cette année-là, c'était en bac plus 4. Je n'étais pas très déterminé. Et puis, il se trouve que c'est la. Bac plus 5, pardon, c'était un DEA. Bac plus 5. Et il se trouve que c'est la génétique qui m'a passionné. Donc, j'ai fait un DEA de génétique quantitative et appliquée, pour lequel j'étais moyennement bien formé. J'avais des bases en maths insuffisantes. Donc je me suis accroché, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis en gros, je suis jamais sorti de la génétique quantitative. Voilà. Alors, quand on regarde mes thèmes de recherche, ils peuvent paraître un petit peu disparates, mais il y a tout de même eu ce fil conducteur de la génétique quantitative et de la biologie des systèmes. Alors maintenant, du point de vue académique, mon parcours, il a aussi été un peu chaotique, puisque j'ai commencé par être assistant, ça s'appelait assistant délégué à l'Université d'Orsay. Puis je suis rentré à l'INRA, où j'ai été 11 ans. J'ai terminé directeur de recherche. Et étant directeur de recherche à l'INRA, j'ai ensuite réintégré l'université en tant que professeur. Voilà. Et puis aujourd'hui, je suis professeur émérite. Ça fait 3 ans que je suis émérite dans l'université qui est devenue l'université de Paris-Saclay. Donc, Voilà. les professeurs émérites, c'est quand on continue son activité après être à la retraite, Tout à c'est fait, ça? tout à fait. Alors ça, pour obtenir l'éméritat, en fait, il faut déposer un projet de recherche et il faut que le labo d'accueil soit d'accord. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je n'ai plus de charge d'enseignement, sauf on a le droit de faire quelques conférences et cours à droite à gauche, dans certaines limites. Mais donc, l'essentiel de mon activité maintenant, c'est effectivement la recherche. Et pas à temps plein, mais quasiment. Et donc, c'est extrêmement agréable, parce que ça, j'avais plus connu ça depuis bien, bien longtemps. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a motivé justement à continuer après la retraite, justement à faire de la recherche plutôt que prendre ta retraite tout simplement? Alors il y a deux choses. Il y a à la fois bah, que la recherche me passionne, d'une part, et l'autre raison, c'est une frustration. C'est comme j'ai eu pas mal de responsabilités de direction de recherche, puisque j'ai été pendant 16 ans directeur de mon labo. J'ai jamais arrêté la recherche, mais c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir en faire davantage. Donc, au moment où j'ai pris ma retraite, j'avais encore un certain nombre de projets en cours, de thèses en cours, d'idées enfin, de thèmes de recherche à explorer. Et donc, l'éméritat me permet de m'adonner à ce qui me passionne, à savoir la recherche scientifique. Voilà. D'accord. Et comme tu disais, il faut déposer un projet de recherche pour faire l'éméritat, et ton projet de recherche était sur quoi? Alors, mon projet de recherche, c'était essentiellement modélisation du métabolisme, mais là encore dans un contexte de questions de génétique quantitative. Alors, très, très grossièrement, hein, la question de base, à la fois en génétique et en évolution, c'est il y a des perturbations au niveau génétique, au niveau de l'ADN. Comment est-ce que ça retentit au niveau phénotypique au pluriel, hein, à tous les niveaux phénotypiques. Et pour répondre à cette question, les approches purement réductionnistes ne sont pas suffisantes, elles sont impuissantes, elles sont utiles mais pas suffisantes, parce qu'il y a les systèmes vivants, comme leur nom l'indique, ce sont des systèmes avec des milliers d'interactions, et c'est pas immédiat, étant donné la complexité de ces systèmes, de comprendre ce qui se passe entre le niveau de la variation au niveau génétique et le niveau de la variation phénotypique. Donc, dans ce contexte-là, je m'intéresse actuellement beaucoup à l'hétérosis, et je m'intéresse c'est un peu les deux grands piliers de mon premier projet d'éméritat, c'était d'une part aller au bout de recherche sur l'explication systémique de l'hétérosis, et d'autre part, travailler sur l'évolution des concentrations d'enzymes dans les réseaux métaboliques.
Voilà. D'ailleurs, un des deux aspects, tu connais bien des deux aspects, puisque tu es co-signataire d'un article là-dessus. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'hétérosis pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, l'hétérosis, ça s'appelle aussi la vigueur hybride. C'est le fait que un individu, en moyenne, un individu issu de deux parents qui sont pas trop proches génétiquement, en général, pour des caractères polygéniques, des caractères qui dépendent de toute une collection de gènes, ces individus-là sont plus performants. Performants, ça veut dire qu'ils poussent plus vite, qu'ils fleurissent, pour les plantes, hein, elles poussent plus vite, elles fleurissent plus tôt, le rendement est meilleur, elles résistent mieux aux maladies, elles sont plus stables vis-à-vis des variations environnementales, etc. Et c'est un phénomène qu'on rencontre souvent, par exemple en agriculture? Alors, c'est un phénomène qui est, maintenant on le sait, qui est absolument universel. Alors, il a effectivement été découvert dans un contexte, le contexte de l'amélioration des plantes, les maïs, notamment sur les maïs hybrides, qui ont un rendement spectaculairement plus élevé que celui des parents. Mais en réalité, c'est un phénomène complètement universel. Et il y a de l'hétérosis aussi bien chez des levures que chez les algues, que chez les drosophiles, etc. Et alors, en agriculture, effectivement, ça a un intérêt évident, puisque l'accroissement de rendement et l'amélioration de la stabilité sont tels que c'est extrêmement intéressant du point de vue agronomique. Donc c'est quelque chose qu'on exploite aujourd'hui en agronomie. Par exemple, C'est tu parlais quelque du chose qui est maïs. largement exploité, pas toutes les espèces, mais beaucoup d'espèces de plantes sont commercialisées, qu'on cultive. Beaucoup de plantes cultivées sont des plantes hybrides. Et chez les animaux aussi, on s'arrange pour éviter la consanguinité. La consanguinité étant le corollaire de l'hétérosis, on évite la consanguinité pour maintenir des niveaux de production assez élevés. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler d'un de tes résultats récents? Bah, récemment, je reviens sur l'hétérosis. Hein, donc, alors c'est un travail qui a consisté à modéliser l'hétérosis essentiellement en utilisant. Attends, là, je vais ramer un petit peu. C'est souvent comme ça, tu sais, on connaît le mieux. C'est sur quoi on a le plus de mal à prendre du recul. Ça m'oblige à partir assez loin, puisque dans cette approche, on a considéré que les flux métaboliques, c'est-à-dire les réactions qui parcourent la cellule, ces flux métaboliques sont des caractères quantitatifs modèles. C'est-à-dire qu'on assimile un flux métabolique à un caractère polygénique. Et c'est intéressant d'utiliser ce type d'approche parce qu'il existe une théorie biochimique des flux qui permet de modéliser la relation entre les variations génétiques des enzymes et les variations des flux. Et alors, ça c'est le cadre général. Et dans ce contexte-là, on a utilisé plusieurs approches pour montrer qu'il existait un hétérosis des flux. Et ces approches, c'est à la fois des approches mathématiques, des approches de simulation informatique, en utilisant des réseaux soit simplifiés, soit un peu moins simplifiés, comme les glycolyses, travail que tu connais bien. Et Oui. on a pu montrer donc effectivement, en croisant des individus qui étaient génétiquement différents pour ce qui est des paramètres enzymatiques, alors les flux métaboliques des hybrides étaient en général plus élevés, non seulement que la moyenne des flux parentaux, mais également que la valeur du meilleur parent. Merci beaucoup pour cette explication. Tu as dit aussi que tu avais été à la fois professeur, à la fois à l'INRA, et aujourd'hui tu es émérita. Donc derrière toi, tu as une très longue expérience. Et j'aimerais avoir un peu ton avis justement sur l'évolution que la recherche a eue dans les dernières années. Qu'est-ce qui pour toi a le plus changé dans les 20 ou 30 dernières années dans la pratique de la recherche? Ah, alors là, c'est une vaste question, et malheureusement pour moi, ces évolutions sont pas bonnes. D'accord. Alors je vais commencer par le nerf de la guerre, c'est-à-dire par l'argent. Quand j'ai démarré dans la recherche, 80% du budget, en gros, étaient des crédits récurrents, c'est-à-dire des subventions d'État, et seulement 20% provenaient de contrats qu'on obtenait à droite à gauche. Euh, pour ce qui est de mon laboratoire, je crois que c'est assez général. En gros, ça s'est inversé très largement. Quand j'ai quitté mes fonctions de directeur du labo, à peine 20% des crédits étaient des subventions d'État et le reste, c'était des contrats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir un contrat, il faut souvent
rédiger 2, 3, 4 demandes, c'est pas facile d'avoir des financements. Ça veut dire que, et ça c'est bien connu maintenant, que les chercheurs passent un temps considérable, non pas à faire de la science, mais à chercher de l'argent. Et ça, c'est une évolution que je trouve vraiment dramatique. Et bon, enfin, les chercheurs, dans la force de l'âge, passent beaucoup trop de temps pour ça, au détriment des activités de recherche. Une autre évolution que j'ai vue, c'est le poids de l'administration. Alors ça vient du fait qu'on rajoute des couches et des couches de structures, de superstructures, d'hyperstructures. Et puis ça vient aussi du fait que c'est de plus en plus tatillon. Et moi, là, ça, je l'ai vu pendant mes 16 ans de direction du labo. J'ai vu même un changement de mentalité. C'est-à-dire que l'administration, là je parle des administrations centrales, hein, je ne parle pas des administrations des labos qui font un travail, qui sont les chevilles ouvrières essentielles du fonctionnement des labos. Mais dans les administrations centrales des organismes auxquels j'ai eu affaire, je vais les citer, l'INRAE, le CNRS, l'université ou AgroParisTech, comment dire ça? On a eu l'impression qu'au fil des années, l'administration prenait le pouvoir. C'est-à-dire que, alors qu'à l'origine, leur vocation, au bon sens du terme, c'était d'être au service de la recherche. On a vu une évolution dans laquelle ils sont devenus un peu les donneurs d'ordre et voilà, et c'est devenu plus autoritaire, c'est devenu plus difficile. Et ça, je trouve ça dramatique parce que bon, il y a cet aspect-là qui est peut-être purement psychologique, qui est désagréable, mais il y a aussi le fait qu'on est inondé de choses à faire, répondre à des enquêtes, il y a des injonctions de toutes sortes, etc. Donc voilà, pour moi, ces deux facteurs, c'est une espèce de bureaucratie envahissante qui pollue le monde de la recherche. Ça, je trouve ça dramatique. D'accord. Voilà, comme évolution. Alors en tant que professeur, je peux aussi dire que ben, on a vu petit à petit le nombre d'heures d'enseignement augmenter. Quand j'ai démarré, c'était 120 heures, maintenant c'est 192. Alors ça peut paraître peu sur une année, mais on sait bien que les cours, ça se prépare, on sait bien qu'il y a les réunions pédagogiques, on sait bien qu'il y a comme ça tout un tas de contraintes auxquelles il faut répondre, et notamment les maîtres de conférences sont complètement saturés. Et par ailleurs, comme les promotions passent bien davantage par les publications scientifiques que par l'évaluation d'enseignement, on voit bien le problème dramatique auquel sont confrontés les enseignants-chercheurs aujourd'hui. D'accord. Donc pas Voilà, une donc évolution très positive, on va dire. pas vraiment, pas vraiment. D'accord. Et alors pour l'avenir, c'est toujours difficile de prédire l'avenir, comme chacun sait, mais actuellement est en train d'être votée au Parlement une nouvelle loi de programmation de la recherche qui va, toutes les analyses le disent, y compris le Conseil d'État, qui va aggraver la situation. Donc je ne suis pas très optimiste et c'est dramatique parce que la recherche, c'est une activité non seulement passionnante, mais essentielle pour la société. Et je pense que les orientations ne sont pas bonnes pour favoriser un meilleur fonctionnement de cette activité. D'accord. Et d'un point de vue des thèmes scientifiques, des outils utilisés, il y a aussi eu des grosses évolutions? Alors oui, ça aussi, j'aurais pu citer ça dans les évolutions un peu néfastes, c'est le fait que de plus en plus, la recherche appliquée à court terme nous est demandée. On le voit bien dans les thèmes, les grands défis, comme ils disent, hein, le mot est bien choisi, les défis de l'ANR, c'est en général des défis qui répondent à des questions de société à très court terme, en oubliant par là, et ça c'est une méconnaissance du fonctionnement de la recherche depuis toujours, que les innovations les plus spectaculaires, en général, n'avaient pas du tout été anticipées, et souvent, il y a l'idée de recherche, on parle du temps long de la recherche, c'est absolument indispensable. Encore récemment, on l'a vu avec le Covid, il y a des laboratoires qui, à 10-15 ans, menaient des recherches sur ce type de virus. Et puis, comme on estimait que c'était plus une priorité, il y a un savoir-faire petit à petit qui s'est érodé. Et quand la pandémie a démarré, on n'était pas prêt. Il y a des virologues qui ont très bien expliqué ça pendant le premier confinement. Et donc, le pouvoir politique a beaucoup de mal à comprendre que la recherche, les résultats de la recherche, ça ne se planifie pas. Et donc, qu'au contraire, comment dire, les retombées
arrivent très souvent là où on ne les attendait absolument pas. Il y a quelques années, on a eu à Orsay un prix Nobel, Albert Fert, un physicien, qui a travaillé qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la magnétorésistance géante, ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas très sûr du terme. Et lui-même, dans une petite conférence qu'il avait faite à Orsay là-dessus, avait dit qu'on l'avait récompensé pour des travaux qu'il avait fait pendant sa thèse de 3e cycle. Et il avait dit, à l'époque, on s'était bien amusé, mais personne n'avait pas la moindre idée de ce à quoi ça allait pouvoir servir. Et maintenant, ça sert énormément, parce qu'il paraît qu'on n'aurait pas des téléphones ou portables ou des ordinateurs si on n'avait pas compris ce phénomène fondamental. Alors ça, c'est un exemple parmi des milliers. Et ce qui m'intrigue, c'est que le pouvoir politique, peut-être par manque de culture scientifique, n'a pas l'air d'avoir compris ça et continue à imposer un mode de fonctionnement de la recherche qui privilégie des projets à très court terme. J'aimerais aussi avoir ton opinion sur autre chose, une évolution que moi j'ai constatée, c'est que depuis quelques années, on va produire de plus en plus de données au débit, et donc la place de l'analyse de données devient grandissante avec toutes les compétences qui vont avec. Est-ce que c'est aussi quelque chose que toi tu as observé Bien sûr, oui. Oui. Alors ce qui est intéressant, effectivement, c'est que maintenant on a des robots qui produisent des milliers de données en quelques heures. Et donc, la question, c'est plus tellement d'avoir des paillasses dans les labos, c'est d'avoir des moyens de calcul, des moyens d'analyse, des moyens, des outils statistiques, d'analyse de données. Oui, ça a profondément changé. Avec une difficulté, c'est que la distance me semble de plus en plus grande entre les données de base et l'interprétation qu'on en fait. Et donc, ça, je crois que c'est une petite difficulté. C'est également ça peut donner lieu à peut-être pas des fraudes, mais à des approximations. Enfin, voilà. Bon, moi-même, je ne fais pas d'analyse au débit stricto sensu, mais donc je vois ça un peu de l'extérieur, mais j'ai une petite inquiétude là-dessus sur la manière d'appréhender l'information qu'on peut extraire de ces masses de données considérables. Tu as aussi évoqué quelque chose qui m'intéresse, c'était la notion, en ce moment, des confinements, et tu as été enseignant, et notamment, c'est en train de bouleverser beaucoup la pratique de l'enseignement, notamment dans les universités, qui sont fermées, et donc tout leur enseignement doit passer par des visios. Est-ce que toi, comment tu vois cette évolution, en fait? Moi, personnellement, là, mais c'est complètement subjectif, j'ai horreur de ça. D'accord. Bon, pour moi, un cours, c'est un contact entre un enseignant et ses étudiants. On doit pouvoir discuter, on doit interagir. Nous sommes des animaux sociaux et on a besoin les uns des autres, on a besoin de se voir, voilà. Et donc, j'espère que ça ne va pas trop durer. Et j'espère que ça ne va pas conduire à une généralisation, enfin, ou comment dire, à ce que cette pratique soit davantage répandue. Non, ça, c'est certain. D'accord. Mais j'ai un petit espoir dans ce sens-là. Je ne sais pas, tu as dû suivre ça. Il y a quelques années, on nous a beaucoup poussé à utiliser les MOOC. Tu sais, Oui, les MOOC, oui. Voilà. Et certains préconisaient l'abandon des amphis, etc. En fait, les MOOC, ça existe, ça marche, c'est pas trop mal, mais ça n'a pas du tout remplacé ce qu'on appelle maintenant le présentiel. Pas du tout. Et donc, je pense que le confinement, c'est pareil. Le confinement, pour l'instant, on fait avec. On n'a pas le choix, mais je pense qu'une fois la pandémie derrière nous, on retrouvera les TP, les TD, les amphis en présentiel. Et je le souhaite. Personnellement, je le souhaite. Alors, c'est peut-être une question de génération, mais je pense pas. Et donc, même pour les amphis, même les cours magistraux classiques, pour toi, tu penses que c'est important qu'ils restent dans l'amphi? Oui, parce que même moi, ça m'a surpris, mais même quand il y a 200 étudiants, il y a quelque chose qui passe. Il y en a qui interviennent. On sent la réaction des étudiants. Oui, c'est pas même à 200, c'est assez surprenant. D'accord. Non, mais parce que un amphi en plus, enfin, c'est assez étonnant, mais tous les enseignants ont cette expérience-là. C'est-à-dire, en première année, j'avais un amphi coupé en deux. Enfin, il y avait, mettons, 150 d'un côté, 150 de l'autre. Et il y a des personnalités d'amphi. Même à 150, il suffit sans doute de 3-4 personnes. Ça change un petit peu le fonctionnement de cet amphi. C'est assez intéressant, ça. Donc, moi, je crois que le présentiel, même en amphi, c'est indispensable. Et quand tu parles de personnalité d'amphi, c'est quoi? C'est un amphi plus participatif, un amphi Oui, c'est plus ça, c'est taiseux? exactement ça. Il y en a qui participent plus, qui sont plus. Oui, et puis quelquefois, je pense que c'est des effets
des petits effets grosses conséquences, quelques individus qui peuvent au bon moment poser des bonnes questions, faire rire les autres, etc. Et ça, oui, il y a un esprit de l'amphi, il y a une D'accord. ambiance qui peut changer, malgré le grand nombre d'individus. Ok. Et ouais, il m'arrivait de poser des questions directement aux étudiants et il pouvait y avoir un petit dialogue. Bon, c'est pas comme en TP ou TD, mais donc voilà, pour toutes ces raisons, moi je pense que le téléenseignement, ça peut dépanner, c'est le cas actuellement, mais c'est sûrement pas une solution d'avenir. Sûrement D'accord. pas. Et je le souhaite pas. D'accord. Alors, en parlant de l'évolution de l'éducation, on va dire, supérieure, il y a une évolution dont j'ai entendu parler régulièrement, c'est une autre idée de supprimer, en fait, on va dire, les amphis et les grands cours théoriques, et de les remplacer, en fait, par ce qu'on appelle des gestions par projet, où, en fait, les étudiants ont des projets à mener, et en fonction de leur projet, ils vont aller interroger un professeur sur une question précise, et notamment, je ne sais pas si toi, tu as été confronté à ce processus-là. Oui, ça c'est un des multiples outils pédagogiques qu'on a. Oui, oui, il y a des formules comme ça qui existent depuis longtemps. Même en première année, il y a une chose assez ancienne qui, je crois que ça existe toujours, qui s'appelle les projets pédagogiques, où les étudiants choisissent, là, à l'époque c'était choisir un futur métier possible, et là il fallait effectivement aller interroger des spécialistes, il fallait faire un poster, faire un exposé, etc. Oui, oui, l'idée de faire participer l'étudiant à l'acquisition des connaissances, ça oui, c'est un des outils pédagogiques qu'on met en œuvre, tout à fait. Et Mais ça ne peut pas être que ça. Je crois aussi aux cours magistraux, quoi. voilà. Bah, c'est ma question parce que moi, en fait, dans ce type d'enseignement, je me pose beaucoup la question d'acquérir en fait les grands savoirs théoriques qui, pour moi, sont plus facilement acquis à travers en fait un cours magistral qui est construit que par ce genre de projet qui est par plein de petites touches. Mais moi, moi-même, je suis pas enseignant, donc. Oui. Non, non, mais je crois il faut pas se fermer de porte. Mais je te rejoins. Un cours structuré sur des notions qui ne sont pas toujours faciles, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable. D'accord. Je sais pas, moi je mets au défi quiconque, je sais pas, par exemple, de se faire une vraie culture en évolution et sur Darwin, tout seul dans son coin ou en papotant à droite à gauche avec des spécialistes. Je crois pas. Non, non. C'est pas des notions évidentes. C'est en plus souvent c'est contre-intuitif, hein, les résultats des études d'évolution. Donc non, non, moi je crois que mais il faut, enfin, je dis une banalité, mais il faut sûrement diversifier les outils pédagogiques, certainement. D'accord. Ouais. Bah, merci pour ton retour. Maintenant, j'aimerais te poser des questions qui sont un peu plus personnelles et je pose toujours les mêmes. Donc la première, c'est est-ce que tu aurais une source de fierté à partager avec nous? Quelque chose où tu es très content d'avoir fait? Ça c'est délicat parce que l'humilité impose d'être discret là-dessus, non? Oui. Non, il y a oui, en recherche, on a rarement des idées originales. C'est très rare les idées originales. Donc j'en ai peut-être eu une ou deux, quoi, voilà. Mais Mais par exemple, laquelle? Parce bon, que mais même par si... exemple, oh, oui, pour avoir un exemple concret. un exemple concret, bah, par exemple, on a été les premiers il y a déjà un moment, à penser que la méthode de cartographie de QTL, les gènes à effet quantitatif, pouvait être appliquée à des caractères moléculaires. Et donc, ça devait être en 94, on a publié un article qui montrait qu'on pouvait cartographier des gènes qui contrôlaient les concentrations en protéines chez le maïs. Et ça, bon, depuis, c'est devenu banal, notamment au niveau des transcrits. Mais ça, voilà, l'idée d'appliquer une méthodologie qui existait pour des caractères phénotypiques, de l'appliquer à des caractères moléculaires. Voilà, ça c'était un peu précurseur. Voilà, D'accord. un exemple, mais bon, je veux dire, c'est pas très, comment dire. Tout chercheur comme ça a eu dans sa vie, je crois que une autre bonne idée, c'est sur l'hétérosis, le fait que la non-linéarité de la relation génotype-phénotype pouvait engendrer presque inévitablement de l'hétérosis. Ça, je crois que ça c'était pas mal, mais bon, maintenant, c'est pas. Mais Oui, il faut mais... être humble en recherche parce que, comment dire, il y a des gens qui disent c'est un peu ça rend humble, hein, mais c'est que les chercheurs sont interchangeables. Ce que quelqu'un trouve au tenté, s'il ne le trouve pas, quelqu'un le trouvera au tenté plus un. Donc voilà, c'est pas comme les artistes. Hein. On compare souvent l'activité scientifique et l'activité artistique, mais là il y a une énorme différence.
c'est que s'il n'y avait pas eu Beethoven ou Bach, bon, voilà, il n'y aurait pas eu un autre Bach après. Alors en science, oui, hélas, on est interchangeables, Bah, plus ou moins. justement, j'ai lu une phrase à ce propos qui m'a beaucoup plu, qui est que si tu reproduis exactement la méthode et que tu n'arrives pas au même résultat, ce n'est pas de la science. Si tu reproduis exactement la méthode et que tu arrives au même résultat, ce n'est pas de l'art. C'est ça. Oui, Voilà. bah voilà, non, c'est pas mal. Bah, tu résumes bien les choses. Enfin, c'est pas une phrase de moi, je sais plus de qui elle est, mais j'avais trouvé ça intéressant. Et Ouais. je suis d'accord avec toi que foncièrement, les chercheurs sont interchangeables et que si c'est pas tel qui trouvera le résultat, quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça aussi important de partager aussi des choses dont on est fier, que ce soit même des petits résultats ou des gros. Ouais. Bah, je trouve ça aussi important parce qu'on a Ouais. tendance à pas trop le faire justement. Ouais. Bon, voilà. Alors, sinon, en dehors de la science, mais là, c'est à la fois, je ne vous dirais pas une fierté, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire, mais qui m'a aussi posé problème, c'est la direction de labo. Mhm. La direction de labo, d'abord, j'ai fait trop longtemps, c'est pas que de mon fait, mais ça a duré trop longtemps, 16 ans. Alors, à la fois, j'ai bien aimé le job, mais en même temps, bah, je me suis beaucoup dispersé, quoi. Parce que entre l'administration, l'enseignement, la recherche, etc., et voilà, c'est donc à la fois, je crois que j'ai à peu près bien mené l'affaire, mais en même temps, j'ai un petit regret en me disant, si je l'avais fait moins longtemps ou moins à fond, voilà, j'aurais fait davantage de sciences et ça aurait peut-être été mieux. Donc tu vois, je suis un peu ambivalent là-dessus. Je suis un peu D'accord. ambivalent. Justement, en général, j'aime poser après cette question de fierté la question d'une erreur, d'un échec. Et donc, ce serait ça, toi, qui. Bah oui, d'une manière générale. Alors c'est pas que de mon fait, hein. Il y a aussi le contexte, j'en ai parlé tout à l'heure, qui fait que de plus en plus on est détourné de ce pourquoi on est payé, hein, l'enseignement et la recherche. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, je crois que j'essaierais d'avoir beaucoup plus de discipline pour beaucoup moins me disperser. D'accord. Je ferais d'autres choix, parce que ce que je te dis pas, c'est que par ailleurs, j'ai du mal à dire non, donc j'ai accepté, j'ai fait partie de différents comités, commissions et ainsi de suite qui m'ont, voilà. Et donc je me suis beaucoup trop dispersé, et donc ça, effectivement, si on rembobinait le film de ma carrière, je crois que j'essaierais de supprimer à peu près la moitié de mes activités annexes. Voilà, D'accord. voilà, ça c'est un petit. Si je me retourne sur ma carrière, ça effectivement, je pense que ouais, ça n'a pas été une bonne idée. D'accord. Et c'est peut-être aussi la faiblesse humaine, hein. Quand des gens vous proposent des responsabilités un petit peu valorisantes, ben on les accepte alors qu'on ne devrait pas. Mais bon, Très bien. voilà. Et sinon, j'aime bien aussi demander si tu aurais une recommandation culturelle, un livre, un film, une série, quelque chose que tu aimerais partager avec nous. Le problème, c'est que j'ai des intérêts assez éclectiques, même s'ils ne sont pas très profonds. Donc j'aurais pu te parler de ma passion pour l'opéra, par exemple. Mais non, je vais parler ça sera l'occasion d'un autre message. Euh, je pense qu'une recommandation, ça pourrait être de lire un certain nombre d'ouvrages de Stephen Jay Gould, qui est un paléontologue, évolutionniste et géologue américain, qui était non seulement un très bon scientifique, mais un très très grand vulgarisateur. Et alors, ce que j'aime bien dans les ouvrages de Gould, c'est qu'il démontre clairement au fil de ces chapitres, parce que c'est divisé en chapitres, il démontre ce que c'est qu'une démarche scientifique. Et il démontre que même en évolution, on peut expérimenter, on peut formuler des hypothèses et les valider ou pas. Et Gould, c'est également aux États-Unis quelqu'un qui était extrêmement actif dans les débats entre les évolutionnistes et les créationnistes. Et D'accord. c'est quelqu'un qui a notamment toute sa vie à lutter très fort contre l'introduction dans l'enseignement du créationnisme mis sur le même plan que le darwinisme, laissant entendre que c'était deux opinions, qu'on pouvait avoir l'opinion darwinienne et puis l'opinion créationniste. Et donc là, il a été extrêmement actif et percutant là-dessus pour essayer de démontrer ce que c'est qu'une théorie scientifique par rapport à une croyance. Et du coup, pourquoi je pense à Gould, c'est qu'actuellement, tu le sais comme moi, Ouais. que c'est de pire en pire avec les réseaux sociaux. On voit fleurir un certain nombre d'affirmations de plus en plus délirantes sur n'importe quel sujet. Hein, on appelle ça la théorie du complot, mais c'est les théories du complot. Mais c'est extraordinaire. Et alors du coup, là, je remets ma casquette de prof. Je crois que c'est essentiel d'apprendre aux jeunes, aux enfants, aux élèves, aux ados, de leur apprendre ce que c'est qu'un fait,
par rapport à une croyance, par rapport à une opinion, etc. Ça, c'est absolument indispensable. Et du coup, je crois que c'est également essentiel, et ça fait aussi partie de nos missions, c'est pas seulement la recherche, c'est aussi la vulgarisation et la médiation scientifique, aller auprès des adolescents, auprès des collégiens, des lycéens, pour les sensibiliser à la science, pas seulement parce que la science est intéressante, mais parce que la science montre ce que c'est qu'une discipline, ce que c'est que l'honnêteté intellectuelle, ce que c'est que la rigueur, qu'en science, on ne peut pas dire n'importe quoi, que quand on rédige un article, c'est extrêmement contraignant, c'est difficile, on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut vérifier chaque affirmation. Et je crois que c'est une excellente école pour se prémunir contre ce genre de dérive. Et de ce point de vue-là, je pense que les livres de Stephen Jay Gould, non seulement ils parlent de sujets passionnants en évolution, mais ils démontrent aussi ce que c'est que la démarche scientifique ou la démarche rigoureuse en général. J'en profite aussi pour dire, ça c'est aussi un de mes dadas, que quand je vois tel professeur de médecine extrêmement médiatisé qui se flatte d'avoir 2500 articles, là tout de suite pour moi il y a une petite sonnette qui s'agite. On ne peut pas, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, on ne peut pas, même si on a 68 ans, on ne peut pas avoir 2000, 2500, 3000 articles dans une carrière, c'est impossible. Moi j'estime qu'un chercheur à temps plein, s'il arrive à faire 2 bons articles par an, c'est déjà bien, parce que c'est extrêmement difficile, c'est contraignant, tu le sais. Puis c'est pas le tout de l'écrire, il faut qu'il passe aussi. et donc, moi je pense que des gens comme ça, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que ou bien le travail est bâclé, ou bien le travail n'est pas bâclé, mais on met son nom sur n'importe quelle publication qui sort de son labo. Et ça, c'est pas éthique. C'est pas éthique. Hein, je veux dire, son nom, on doit avoir son nom dans une liste de signataires si et seulement si on a fait un travail significatif là-dessus. Donc voilà, je trouve que tout ça relève de la même chose, hein, de la même démarche. Hein, on pourrait aussi parler du fait que, ça rejoint les tout premiers points, sur le fait que le fonctionnement de la recherche est tel qu'on incite les gens à publier énormément très vite, parce que sinon, s'ils veulent une promotion, s'ils veulent des moyens, etc., et du coup, ça, comme par hasard, je crois qu'on n'a jamais eu autant de fraude, notamment en biologie, dans les articles. Donc tout ça, pour moi, relève du même dysfonctionnement, à savoir, il faut aller vite, c'est du court terme, il faut être en compétition avec le voisin, alors que moi, je crois plus à l'émulation qu'à la compétition, et ainsi de suite. Donc je trouve qu'il y a un contexte général actuellement contre lequel il faut lutter et sur lequel il faut sensibiliser les jeunes générations. Alors moi, c'est pas que des mots, ça. Moi, je fais moi-même partie d'une association de diffusion de la culture scientifique qui justement est tournée vers les collégiens, les lycéens, qui essayent un petit peu de leur expliquer, autour de grandes questions, de leur expliquer qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Voilà. C'est quelle association ? C'est contraignant, mais c'est passionnant. C'est quoi le nom de l'association ? C'est une association d'Île-de-France qui s'appelle ESCUB, qui est une association qui a été fondée par un ancien doyen d'université, Jean-Claude Rouanette. Et c'est une petite équipe, et ils sont hyper dynamiques. Moi, je suis là actuellement, je préside leur conseil scientifique, mais ils font un boulot. C'est des vrais médiateurs, quoi. C'est des gens qui ont appris comment parler de science, comment transmettre les choses, comment faire participer les personnes à l'acquisition de la compréhension des phénomènes, etc. Bon, je ne passe pas beaucoup d'heures là-dessus, mais je pense que moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que ça me semble indispensable, quoi. Très bien. Voilà. Eh ben, merci. Pour terminer, si quelqu'un veut te contacter pour poursuivre une discussion, te poser des questions, c'est quoi le moyen le plus efficace ? Alors, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais donc, on m'écrit, on m'envoie un mail. D'accord, donc par mail alors. Oui, par mail, oui. D'accord, très bien. De toute façon, ça ne doit pas être une avalanche. Hein. Non. Eh ben, merci beaucoup.